Donc aujourd'hui, on va voir les fruits de la Terre avec Ali Benkeder, et donc cette pollution anthropique essentiellement qui est engendrée. Et donc c'est l'impact du réchauffement climatique sur l'appareil respiratoire. Ali, tu vas nous faire ces relations entre l'homme et le climat. Est-ce que l'homme est à l'origine de cette variation du climat? Grand problème, quasiment très politique. Merci Ali. 30 secondes pour faire ce sujet, le reste c'est la discussion. Allez, merci. Merci Bernard. On est dans une salle, non pas de quantité, mais de qualité. Donc c'est un plaisir d'être ici, c'est un plaisir d'être invité par l'association tunisienne, franco-tunisienne de pneumologie, la Tuforcal et l'Estemera, et l'ensemble du domaine pneumologique francophone. Donc je vais parler d'un problème, comme a dit si Bernard, c'est un problème vraiment politique. Et que je parle de problème, que j'aurais parlé hier, que je parle aujourd'hui ou demain, le problème est posé toujours de la même façon. Pollution et santé respiratoire, c'est quelque chose qui va de pair. Et vous allez voir que ce problème-là est un problème de paradoxe. Alors où se trouve le paradoxe? Il se trouve entre la reconnaissance de la réalité de nuisance de la pollution. Tout le monde dit que la pollution nuit, tout le monde est d'accord. On s'attable sur les tables et on parle de la même façon. Mais en fait, après on se retrouve avec l'insouciance dans le comportement collectif et individuel. Donc tout le monde est inconscient, est insouciant dans ce comportement-là. Et nous n'avançons pas du tout et les problèmes vont en s'empirant dans le temps. Alors la réalité, la voici. De nombreuses observations indiquent que le climat a évolué au cours surtout du 19, 20e et 21e siècle. La température moyenne s'élève à plus de 1 degré et les impacts du réchauffement climatique sur la santé, ils ont été reconnus, ils sont maintenant admis et actuellement on est en train de les subir avec tous ces mouvements, tous ces changements que vous êtes en train d'observer. Et puis, ce qui est le plus important, c'est qu'il n'y a pas de planète de réserve, il faut réserver la planète. Encore plus agaçant, les débats contradictoires, parce qu'il y a les climato-sceptiques. Et puis, il y a des observations diverses qui viennent corroborer cela. Et malgré tout cela, on est dans l'expectative de trouver une solution à ce problème. Alors, la définition est simple, c'est un phénomène d'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère à l'échelle mondiale sur plusieurs années. Je dis bien sur plusieurs années, il ne s'agit pas de mesurer une température sur une année, il y a toujours une courbe d'évolution de la température pour parler de réchauffement. Alors vous voyez le réchauffement climatique, il y a des causes, des conséquences, des solutions. J'ai mis solutions en tout petit parce qu'il y a la solution, ne sont pas appliquées, l'environnement et la santé. Alors les causes. Le climat, en fait, il répond à plusieurs phénomènes. Vous avez les variations de la Terre autour de l'orbite Soleil, les éruptions volcaniques, les concentrations atmosphériques des gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre, contrairement à ce qu'on peut penser, ce sont des gaz qui en fait ont un effet bénéfique. Et vous allez voir comment les choses se passent. Si on prend les causes naturelles, il y a les phénomènes géologiques, surtout volcaniques avec la libération de CO2, il y a la faune et la flore qui quand même libèrent beaucoup de CO2, surtout la flore, et puis il y a la faune qui avec l'épée, puisqu'on consomme actuellement 10 fois plus de viande, je dirais même 20 fois plus de viande qu'avant, et bien vous avez le méthane qui est un gaz très toxique pour l'individu et pour l'atmosphère. Et puis vous avez les phénomènes astronomiques qui sont des phénomènes de variation cyclique de certains paramètres et qui modifient la quantité de rayonnement solaire. Et puis vous avez les causes anthropiques, c'est-à-dire les causes qui sont dues à l'homme, spécialement à l'homme, la pollution industrielle, la combustion de carburants fossiles, la pollution quotidienne des hommes, et un élément important, c'est la natalité. La natalité, c'est la première cause de pollution. Il ne faut pas l'oublier. Il y a des pays environnement qui sont voisins et qui sont passés en 56. Ils étaient, je prends l'Algérie, qui était à peine à 10 millions, 40. Vous avez Madagascar qui est parti de 4 à maintenant 20 millions, je pense. Jean-Paul, c'est ça? Et vous avez un pays comme le Nigeria qui dépasse la barre de 140 millions de personnes. Donc imaginez-vous ces gens-là, ce qu'ils peuvent consommer et ce qu'ils peuvent produire en produits polluants. Et les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, on les toujours incriminés, mais ils sont bons quand même les gaz à effet de serre, parce que s'il n'y avait pas les gaz à effet de serre, on aurait tout le temps sur la planète une température de moins 18, moins 20 degrés. C'est eux qui vont retenir le rayonnement pour avoir le confort d'avoir 15 degrés. Mais malheureusement, lorsqu'ils sont trop nombreux, ça ne marche pas comme ça. Vous voyez ce qui se passe normalement, vous avez le rayonnement solaire,
ça réchauffe la planète, et puis il y a une réflexion vers l'atmosphère de la chaleur. Une petite partie est retenue par les gaz à effet de serre pour nous réchauffer un peu et nous donner le confort, et puis l'autre partie s'envole dans l'atmosphère. Mais quand on augmente les gaz à effet de serre, vous avez une rétention plus importante et un réchauffement climatique. Donc les choses, en fait, c'est absolument très clair. Et vous voyez, les gaz, ils sont au nombre de 4. Le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote et l'ozone. Et pour nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'ozone, parce que c'est l'ozone qui est à l'origine de l'irritation bronchique. C'est lui qui modifie les éléments du comportement de la santé respiratoire. Et puis, ce que je vais vous montrer, c'est ce qui est encadré en rouge. Le problème, c'est que si on commence aujourd'hui à prendre des décisions radicales, il faut 200 ans pour éradiquer le CO2. Et il faut 50 000 ans pour éradiquer le tétrafluorure de carbone. Donc vous voyez qu'on n'a pas un effet direct de l'effort que nous allons faire. Si nous, génération d'aujourd'hui, nous faisons l'effort, il faudrait attendre 10 générations pour avoir les effets bénéfiques. Et puis regardez cet élément qui m'a paru être très important. C'est une plaque qui a retenu mon attention au niveau des océans. Quand vous avez une diminution de la température de l'air, qu'est-ce qui se passe? Les océans absorbent les gaz. Quand vous avez une élévation de la température de l'air, qu'est-ce que font les océans? Eh bien, ils vont se gazifier et rejeter les gaz. Et parmi les gaz rejetés par l'océan, il y a un gaz très important, le dioxyde de soufre. Le dioxyde de soufre vient du métabolisme du plancton. Il va être multiplié par 5, 10, 20, 30, 40, 50 dans certaines zones. Et vous voyez ici l'évolution, si vous voulez, de la température des océans. Vous voyez les points bleus, le trait bleu que j'ai mis, ce trait bleu-là correspond à l'idéal si nous avons fait les choses. Et vous voyez que, puisqu'on n'a pas fait les choses et qu'il y a une industrialisation sauvage à partir des années 60, regardez cette montée vertigineuse de la température des océans. Et comme il y a cette montée vertigineuse, eh bien les choses vont complètement changer. Et vous voyez de l'autre côté la température. Quand on prend la température sur une année et quand on voit la moyenne de 5 ans, vous voyez de la même façon qu'il y a correspondance avec le réchauffement des océans. Et vous voyez que la température à partir des années 80, eh bien, il y a une montée vertigineuse de la température parce qu'on ne s'imagine pas ce que c'est qu'un degré. 1 degré de température, c'est l'équivalent d'une tonne en kilos de poids. Faites varier votre maison d'1 degré avec la clim et vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça. La clim va fonctionner au moins pour varier pendant 6-7 heures pour varier d'1 degré la température. Et vous voyez le réchauffement. Le réchauffement climatique, regardez où est-ce qu'il se situe. Il se situe dans les zones polluées et industrialisées. Les zones polluées, vous voyez que c'est des États-Unis et Canada qui ne veulent pas du tout répondre aux réunions, aux COP de la maîtrise du réchauffement. Et vous voyez de l'autre côté, en Asie, l'Inde et la Chine qui sont les premiers pollueurs. L'Australie ne manque pas alors que c'est un pays vert. Et vous avez de l'autre côté notre partie de l'Afrique qui est une partie très polluée parce qu'il y a une urbanisation sauvage de l'Afrique de l'Ouest. Et regardez la France, le nombre de journées de canicule en 2100. La France va devenir rouge en 2100. Et d'ailleurs, il y a un élément important pour les amateurs de vin. Vous voyez qu'actuellement, le millésime de Bordeaux a tendance à monter vers le nord parce que, justement, Bordeaux devient à une température qui ne correspond plus au millésime du vin reconnu des Bordelais. Et puis, regardez la concentration de CO2. La concentration de CO2, quand on regarde bien, elle est parallèle à l'évolution de la température. Donc le CO2, qui est un gaz de serre important, c'est lui qui joue un rôle dans la rétention de la chaleur. Les conséquences, je vais aller rapidement. Hausse de la température, élévation du niveau de la mer de 88 cm. C'est énorme, 88 cm. Pour ceux qui ont été au Sénégal, l'île Saint-Louis au Sénégal risque de disparaître dans quelques années. Et puis, la fréquence accrue des événements extrêmes. Là, je vais passer cette plaque pour vous montrer tornades et cyclones plus intenses, la sécheresse avec 1 milliard d'humains qui souffriront de famine. Et vous avez vu qu'on manque un peu actuellement de farine et de blé en Tunisie et que la production de céréales qu'on avait en 1956, on n'arrive plus du tout à l'avoir, alors qu'on avait pour 4 millions d'habitants. Maintenant, pour 12 millions d'habitants, on a une production qui est moitié de celle qu'on avait en 1956. Et puis, il y a un problème important, c'est les réfugiés climatiques permanents.
les gens vont fuir ces zones-là pour aller coloniser des zones qui ne seront plus inondées. Et puis vous avez la déforestation, et là, on va avoir, si vous voulez, un affaiblissement de la capacité de capter le CO2. Et puis, pour ceux qui aiment la faune, on va avoir une extension des espèces comme le gorille, ou pour ceux qui partent à Kigali, ils ne vont plus voir de gorilles, et puis d'ours blancs et de phoques. Maintenant, on va passer sur la santé, et regardez ce chiffre que je vous ai mis, 2004. Et personne n'a ouvert les oreilles pour écouter, le réchauffement climatique a provoqué plus de 14 000 décès. 140 000, pardon, décès supplémentaires par an, ce qui est énormissime. Mais on ne le dit pas, on dit qu'il y a progression du cancer, de la BPCO, de l'asthme, mais on ne dit pas qu'il y a progression du réchauffement climatique. Et puis regardez cette concordance qu'il y a entre ce que je vous ai dit à gauche, le réchauffement climatique, et l'évolution des maladies, particulièrement les maladies transmissibles, l'allergie, les maladies vecteurs et les maladies chroniques. Et puis là, je voulais vous montrer à ce niveau-là, regardez ici, notre zone de l'Est. Là. Vous voyez qu'en matière de changement climatique, on est pénalisé, et qu'en matière de l'air, on est aussi pénalisé. Alors changement climatique, c'est les diarrhées, c'est les malarias, c'est la malnutrition, et changement de l'air, on se tape ici, dans ces pays qui étaient des pays sains au préalable, parce que vous savez qu'en 1960, on voyait très peu de pathologies cardiovasculaires en Tunisie. Les premières thèses qui sont sorties étaient des thèses de rareté de maladies, alors que maintenant, les pathologies cardiovasculaires ne font que flamber chez nous. Et puis vous voyez ici l'effet de la pollution, mortalité par rapport aux pays. Et vous voyez qu'en orange, c'est les pays qui ont le moins de revenus. Eh bien, la pollution qui est fabriquée par les gens des pays à haut revenu s'impacte sur les pays à faible revenu. Alors, la conséquence sur la santé respiratoire, je voulais juste mettre cette plaque pour vous montrer en fait que si on prend les mortalités en dehors des causes respiratoires, vous voyez que le particulaire, les fumées noires, le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote peuvent tuer des deux côtés, aussi bien sur le plan respiratoire que sur le plan non respiratoire. Mais un élément important, c'est l'ozone. Vous voyez que l'ozone n'a pas une activité de mortalité, mais une activité de morbidité très importante, comme je vais le montrer sur cette courbe-là. Il augmente la consultation aux urgences, il augmente les hospitalisations, mais il n'a pas de mortalité. Et le nombre d'asthmes, la fréquence des asthmes, la fréquence des exacerbations est certainement due à l'ozone, parce que l'ozone augmente de façon considérable. Et vous voyez ici qu'au niveau de la santé respiratoire, on est les premiers impactés. On est impacté par la pollution, mais on est impacté par la conséquence de la pollution, qui sont des événements climatiques externes. Puis si on prend les facteurs déterminants, durée d'exposition, taille des particules, nature du polluant, concentration, sensibilité, activité physique. Alors la durée d'exposition, il y a un élément qui est très important. Il y a les formes aiguës chroniques, les formes aiguës, subaiguës, mais c'est les formes chroniques dont on ne fait pas attention. Et chez nous, on voit beaucoup de cancers chez des femmes non tabagiques, des hommes non tabagiques. Et bien, c'est à long terme la pollution qui a induit ce phénomène-là. Et on est en train de négliger cette étiologie en disant « Ah, on ne sait pas d'où ça vient, il faut chercher le primitif ». En fait, le primitif est dans la rue, il n'est pas dans l'organisme. Et puis, vous avez la déposition particulière granulométrique. Plus la particule est fine, plus elle est vers le bas, plus elle va faire de dégâts. Et regardez ici, je mets ce schéma, moins de 10, moins de 5, moins de 1. Moins de 1, on est dans le tumoral. Et le moins de 1, c'est relativement fréquent avec les particules fines en suspension. Et c'est pour ça que je voulais montrer les natures de particules. Il y a les particules biologiques, il y a les particules minérales, mais ce qui nous intéresse, nous, les particules de la rue qui sont les plus dangereuses, c'est les particules organiques. Les PM10, les PM2,5 et les PM1. Alors vous les voyez, ce sont celles qui se déposent le plus et sont celles qui vont induire plus de pathologies respiratoires. Et là, j'ai mis la nature des particules et la nature des produits avec l'équivalent en manifestation. Vous voyez que c'est l'asthme qui est en premier lieu, le cancer est intéressé par les organismes volatiles et que le dioxyde aussi, les métaux lourds qui sont en suspension dans les atmosphères humides vont induire le cancer. Alors, la concentration, le point le plus important qu'on doit retenir en matière de concentration, il ne faut plus parler de concentration. Pas de seuil en deçà duquel les polluants sont sans effet pour la santé. Quelle que soit la concentration du polluant, le polluant va être néfaste pour la santé. Donc il ne faut plus dire on a un seuil de 2,5, on a un seuil de 25. Non, il n'y a pas de seuil.
Le seuil, c'est ne pas avoir de polluants. Alors ça, c'est la sensibilité individuelle pour dire que chez les enfants, et Mme Hamza vous le sait très bien, c'est l'exagération, l'activation de l'hyperactivité bronchique. Chez les adultes, c'est les aggravations des pathologies chroniques, obstructives et restrictives. Donc c'est pour cela que nous opposons les deux extrêmes de la vie où la sensibilité individuelle va jouer un rôle dans la pollution. Et puis l'activité physique, ça on le sait très bien. Plus on fait d'activité physique dans une zone polluée, plus on va multiplier les manifestations de l'asthme, particulièrement à 3.3. Et ça, je vais vous dire deux petits mots pour vous dire, sur le plan physiopathologique, le phénomène n'est pas uniquement pulmonaire, il est cardiopulmonaire, avec le stress oxydatif et les radicaux libres de l'oxygène qui jouent un rôle important. Et regardez un peu, j'ai mis ici les oxydants secondaires. Les oxydants secondaires ici, que vous voyez, c'est eux qui vont détruire toute cette barrière protectrice des bronches et qui vont induire des manifestations qui sont des manifestations qui vont devenir irréversibles. Et quand on voit la chronologie des manifestations que je vais mettre ici, dans un premier temps, on va se défendre. Dans un deuxième temps, on aura le phénomène inflammatoire, mais dans un troisième temps, on aura les cytolyses. Et quand on a une cytolyse, on est dans l'irréversibilité au niveau des muqueuses de protection respiratoire. Alors, on va parler de l'asthme en 2 minutes. Voilà les éléments qui interviennent dans l'asthme. L'oxyde d'azote, l'oxyde de soufre, les particules en suspension, les composés organiques volatiles. Alors cette étude d'ISA qui a été faite, qui montre que dans les atmosphères polluées, on a 1,5 plus d'asthme et on a 2 fois plus d'asthme d'effort. Donc d'asthme commun, on a 1,5, d'asthme d'effort, on a 2. Et puis là, la plaque n'est pas nette, mais je vais essayer de vous montrer où agit la pollution. Elle agit au niveau de l'hyperréactivité bronchique, elle agit au niveau de l'antioxydant, elle bloque l'antioxydation, et puis d'un autre côté, elle amplifie l'allergène et elle favorise l'exacerbation. Donc un asthmatique dans un milieu pollué est quelqu'un qui est soumis pratiquement à une induction d'exacerbation continuellement dans sa vie courante. Et puis regardez cette étude qui a été faite en Écosse à 20 ans d'intervalle, on multiplie par 1,5 fois le risque d'asthme et le risque de rhinite chez les patients. Parce qu'on est passé en 76 à 96 à une pollution plus importante dans un pays qui est vert, l'Écosse. C'est un pays vert. Et puis le réchauffement climatique, vous voyez que l'augmentation d'un petit degré de réchauffement climatique va multiplier par 4 l'hospitalisation des personnes de plus de 75%. Ça, je vais vous montrer ce que j'ai mis ici. Vous avez une étude qui a été faite dans 10 villes européennes. Je vais vous montrer les résultats par la suite. Alors, le mode d'action, c'est l'ozone d'un côté pour l'asthme et le NO2 de l'autre. Ce sont les plus percutants en matière d'induction de la maladie asthmatique. Alors, chez l'asthmatique, qu'est-ce qu'ils peuvent favoriser? La réaction allergique, les manifestations d'hyperactivité et les symptômes ressentis. Vous savez, ce qu'on appelle le ressenti de la dyspnée va être multiplié par 2 et par 3. Et puis, ce qui est plus important encore, c'est les saisons polliniques vont devenir plus précoces. Maintenant, vous savez qu'on démarre les saisons polliniques pratiquement en janvier en Tunisie. Je dis bien en janvier. Une progression de certaines plantes, des plantes du sud se retrouvent maintenant dans le nord. Et ce qui est important, c'est que la floraison progresse vers le haut des sommets. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus emmener les asthmatiques en altitude pour s'acclimater. Et puis regardez cet élément qui est important, la production de pollen est augmentée de 61% dans les atmosphères enrichies en CO2. Donc le CO2, c'est un milieu de culture pollinique pratiquement. Et comme l'a dit Jean-Paul hier, vous avez un allergène qui est synonyme de la sévérité qui va augmenter, qui est l'alternariat. Donc plus on sera en atmosphère polluée, plus on aura d'alternariat qui va vivre dans l'air que nous respirons. Alors, le recours aux asthmes au service d'urgence, ça va concorder avec l'augmentation des PM10 le jour précédent. Si vous avez une augmentation, une pollution des PM10, là, l'INORPI ne fait plus de mesures en Tunisie, mais avant on le faisait, parce qu'on avait des PM10 alors on avait plus d'asthmatiques au niveau des urgences. Et puis pour les niveaux de pollution inférieurs aux normes, chez les asthmatiques sévères, augmente le score de l'asthme. Chez les enfants asthmatiques, quand on le mesure pendant les périodes où la pollution est importante, on a une diminution du débit du pointe,
l'augmentation de la prévalence des symptômes et surtout la consommation médicamenteuse qui est beaucoup plus importante. Et ce qui explique que les gens utilisent beaucoup les bêta-2. Parce que le temps qu'il ait la pollution, qu'il ait sa maladie, il n'a pas le temps de voir le médecin. Donc dans le milieu pollué, vous savez que Tunis devient de plus en plus une ville hyper polluée. J'ai été à Sfax l'autre jour, je ne sais pas si Seb est là, j'étais impressionné par le niveau de pollution urbain qu'il y avait. La BPCO, je vais dire deux petits mots. Il y a un lien démontré entre la pollution et la BPCO. Mais par contre, il n'y a pas d'évidence de lien entre l'évolutivité de la maladie et la pollution. C'est-à-dire que ça peut induire, mais l'évolution va dépendre plutôt d'une sensibilité personnelle, de la consommation du tabac et d'autres facteurs. Mais ce qui est important, c'est ça. C'est que ça va augmenter la mortalité, ça va augmenter la consultation aux urgences, ça va augmenter les symptômes tels que la toux, mais ça va diminuer la fonction respiratoire. Et regardez ici la concordance entre les facteurs qui induisent l'asthme et la BPCO, vous devez trouver une similitude entre les deux, mais vous voyez qu'en fait, ce qu'on néglige, si vous voulez, sur le plan polluant les particules fines, elles sont inductrices de l'asthme et de la BPCO, autant que les produits nitrés, autant que l'ozone, autant que les produits azotés. Et puis, je voulais vous montrer cette plaque pour vous dire que les inducteurs de la BPCO, en dehors du tabac, c'est-à-dire les inducteurs polluants, sont beaucoup plus importants que le tabac si on fait la sommation des inducteurs. Et ce qui explique que dans le GINA 2023, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le tabac n'est représenté plus que 50%. C'est parce que la pollution va prendre petit ampli la place du tabac. Dans les pays où on a arrêté de fumer, on a constaté que la BPCO ne s'est pas arrêtée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un autre élément inducteur de la maladie. Et puis ça, c'est pour confirmer le fait qu'il y a un lien de cause à effet entre la pollution et la BPCO. C'est un travail magnifique qui a été fait, qui a été publié dans l'European Respiratory, qui dit que la pollution de l'air, maintenant, c'est acté. Il y a un point d'interrogation, mais dans le texte, c'est acté, c'est un inducteur de la BPCO. Et là, c'est une étude belge que j'ai trouvée intéressante. Lorsqu'il y a une augmentation de l'air du NO2, il y a automatiquement une plus grande consommation de médications de secours en inhalation. Donc cette relation d'exacerbation de l'asthme et de la BPCO a été actée aussi. Et puis ça, c'est les 10 villes. Et ça, c'est un travail qui m'a paru intéressant à vous communiquer. Les 10 villes. On s'est rendu compte que les personnes qui habitent à 100 mètres à peu près d'une route passante polluée, c'est-à-dire une route passante. Par exemple, vous habitez, comme je vois, Sidi Daoud. La route qui mène à la Marsa, ces gens-là vont faire 10 fois plus de manifestations respiratoires avec des degrés importants. C'est des manifestations cancérigènes, c'est des manifestations de BPCO en deuxième lieu en orange, et en bleu, vous avez de l'asthme. Donc, on retient le fait que la pollution joue un rôle important sur la santé respiratoire et c'est essentiellement sur les maladies obstructives. Le cancer, là, je reviens, on est à 8% de pollution atmosphérique. C'est un travail qui a été fait en 2004. Mais si on refait le travail aujourd'hui, on va se trouver à peu près à 15-20% d'induction du cancer en dehors du tabac par la pollution. Je reviens sur le fait que si on a des patients qui viennent nous voir, qu'il n'y a pas de passé tabagique, ni actif ni passif, il faut repérer leur exposition à la pollution. Mais pas uniquement du lieu aux habits, mais quelquefois les pollutions professionnelles. Donc là, c'est pour dire que c'est les corps organiques volatiles qui sont les plus inducteurs. Vous voyez la flèche rouge qui est ici pour montrer que c'est leur effet carcinogène qui sont là. Et ils sont partout au niveau de l'atmosphère. J'avance plutôt. Alors les PID, un petit mot sur les PID. Le rôle des PID au cours des pneumopathies interstitielles diffuses, l'effet de la pollution, c'est un papier qui est français, qui a été publié pour dire que les PID, qu'on se disait idiopathiques, parce qu'on dit toujours idiopathique UIP, mais ça ne peut pas venir du bon Dieu, l'idiopathie. Donc c'est quelque chose qu'on a fabriqué. Et surtout que nous sommes en train de voir actuellement une flambée des PID. Je sais qu'à l'hôpital de l'Arena, ils n'arrivent même pas à combler le staff, à passer tous les dossiers, tellement il y a des PID qui arrivent. Chose qu'on voyait très peu avant. C'est que c'était les particules fines qui sont les plus impliquées dans justement cette induction de cette pathologie interstitielle. Et là, pour vous montrer un petit mot, les corrélations positives. Vous voyez les corrélations positives entre les PM10 et la pathologie.
PM10, PM2.5, c'est quelque chose qu'il faut absolument maîtriser si nous voulons éviter la dégradation de la santé respiratoire. Donc des solutions globales, faire baisser les gaz à effet de serre, action commune de toute la planète. Là, pour vous montrer que si on joue sur les combustions des substances fossiles et si on joue sur l'épuration des santé urbaines, on va diviser par 10 l'effet de la pollution sur la santé respiratoire. Les alternatives, les sources d'énergie renouvelables, la solaire, l'éolienne et la géothermique. Ce sont peut-être les trois sources, mais là aussi on est dans une discussion de rentabilité financière et peut-être, je dirais, M. Bernard, la nucléaire est intéressante et la moins polluante, mais malheureusement on a peur des dégâts qu'elle pourrait faire par la suite. Mais je pense que la nucléaire est meilleure que les trois. Alors le changement des systèmes de véhicules, vous les avez vus, on flambe avec les hybrides et les électriques. Je mets vraiment un point d'interrogation ici pour vous dire que c'est discutable. Il faudrait mettre un peu d'eau dans notre thé parce qu'on n'a pas de vin pour pouvoir rediscuter de nouveau le problème. Est-ce que l'électrique des véhicules est intéressant pour freiner la pollution? Et surtout, le contrôle de la natalité. Je pense que c'est le point fondamental pour éviter justement que cette pollution nous envahisse. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Ali. Tu nous as fait un... Il faut rester là pour la discussion. Merci beaucoup. Je peux rebondir sur ta dernière diapo, effectivement, la natalité. Pour rappeler un chiffre très simple, il y a 2000 ans de cette ère actuelle, sur la planète, on était 200 millions. Il y a 70 ans, quand je suis né, on était 3 milliards. Et aujourd'hui, on est 7,5 milliards. C'est pas possible. Ensuite, la réflexion que tu faisais sur deux choses, la voiture électrique et le nucléaire. Les études fondamentalement parfaites sur la voiture. L'empreinte carbone est supérieure chez la voiture électrique que l'autre. Entre sa fabrication, l'utilisation de terres rares qui sont bloquées par la Chine et qui a racheté des terrains dans toute l'Amérique latine, en plus ça fait un problème politique de liaison avec des pays. Et le troisième élément, c'est effectivement le nucléaire. Le nucléaire nous a échappé pour des raisons politiques dramatiques, alors qu'on avait mis en France l'essentiel de l'investissement sur les déchets nucléaires pour les retraités. On a arrêté les recherches par pression politique. Alors que là, on est en train de passer de la fission à la fusion. Et ça, c'était l'avenir. Maintenant, il va falloir réinvestir. Moi, on a perdu 25 ans. Alors là, je me permettais de faire ces réflexions parce que c'est quand même extrêmement sensible. On est dans une ville à Nice où je suis. Ils veulent nous imposer au dernier moment la voiture électrique, mais c'est une aberration absolue. Au niveau des centres-villes, c'est peut-être possible, mais après, on ne peut pas faire 1000 km en une voiture électrique. Et en plus de ça, il y a d'autres choses pour la voiture électrique. Il faut câbler le pays. Il n'y a pas assez de cuivre sur la planète pour câbler le pays. C'est pas possible. Enfin, les pays. C'est une aberration intellectuelle. Ensuite, tu as parlé des capteurs solaires. C'est très intéressant. Maintenant, on a à peu près réglé le problème de la pollution de réutilisation dans la chaîne des capteurs solaires. C'est pas trop mauvais, mais c'est à l'échelle, je dirais, individuelle, limitée. Mais de toute façon, et j'arrêterai cette réflexion, tout ce qui est énergétique doit être un cycle favorable, ponctuel. C'est-à-dire que une maison, on n'a pas besoin d'aller chercher du pétrole à 10 000 km et moins de 3 000 mètres sous terre pour aller faire un effet Joule, ça n'a pas de sens. Oui. Donc tu as abordé la géothermie, développée partout, la chaleur partout. Les éoliennes, ça c'est aussi une erreur absolue. Je vous donnerai un dernier chiffre, je m'arrête, je le promets. C'est un sujet qui me passionne. Les éoliennes, vous savez pourquoi il y en a beaucoup en France? Parce que l'État a mis sa main là-dedans et garantit une rentabilité. Qui a investi dans les éoliennes en France? Et je m'arrêterai là, les fonds de pension américains, parce qu'ils ont une rentabilité, même si elles sont arrêtées, sur 20 ans. Donc vous voyez beaucoup d'éoliennes en France qui ont pollué le paysage. Il y a des milliers de tonnes de béton pour les stabiliser, même en haute mer. Et cet argent-là va chez BlackRock. Alors je lance le débat. Madagascar, la pollution.
Merci beaucoup. C'est une très belle conférence d'Ali. Bon, je rejoins tout à fait les réflexions de Bernard. Je crois qu'il n'y a que les politiques qui s'enflamment pour la batterie. Je voudrais revenir sur un élément que tu as signalé enfin et que j'ai moi-même constaté, c'est sur l'histoire de l'impact de la pollution sur les fibroses interstitielles. Nous avons actuellement, sur l'étang de Berre, moi je suis un peu pas très loin, l'étang de Berre, c'est où il y a toutes la raffinerie, etc. On a une épidémie, je dis bien une épidémie de fibrose interstitielle diffuse. Alors bien sûr chez les fumeurs, puisque le tabac, mais également chez des gens qui n'ont jamais fumé. Et donc je pense effectivement qu'il y a un impact évident, parce que ça flambe. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, je suis comme Bernard, je suis un peu vieux maintenant. Eh bien, on n'en avait pour ainsi dire pas, hein. Et alors qu'actuellement, on en a énormément. Donc effectivement, là, c'est vraiment un travail à faire. Et je crois que ça va continuer, malheureusement. Oui, ben je partage totalement ton avis. On a les mêmes constatations en Tunisie. Hein. Les mêmes constatations. Il ne se passe pas une semaine où dans les RCP de la Tunisie, on en a 4, où il n'y a pas 20-30 dossiers qui sont présentés, ce qui est énormissime. Alors qu'avant, on avait à peine 1-2 cas. Bon, il n'y avait pas le scanner aussi, c'était un handicap. On avait les tomographies qui ne permettent pas de montrer. Le scanner favorise quand même le diagnostic des PID. Mais on n'en avait pas autant. On n'en avait pas autant. Je pense que la pollution a favorisé... Bon, nous, on parle d'idiopathique, mais je pense qu'on est, nous, les idiots, et l'opathique est chez le patient. Mais en fait, certainement qu'il doit y avoir un facteur d'induction. C'est pour les cancers aussi. Pour les cancers, on voit de plus en plus de cancers chez les non-fumeurs. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est ailleurs. Ce n'est pas uniquement une prédisposition personnelle, c'est qu'il y a un élément supplémentaire. Sonia ? Oui, merci beaucoup, c'est Ali. Il y a quelque chose qui vraiment m'a attiré mon attention lorsque vous avez parlé de l'influence du réchauffement climatique sur, en fait, dans les régions côtières où la mer dégage déjà des toxiques. Et pour les asthmatiques, on sait tous que ceux qui vivent dans les régions côtières font plus d'exacerbations, mais là, on expliquait ça par l'effet de l'humidité, etc. Mais maintenant, il y a une autre explication, et donc peut-être dans l'éducation de nos asthmatiques à éviter donc de vivre dans des régions côtières, puisqu'il y a une relation avec la durée d'exposition, comme vous avez très bien dit. Oui, c'est-à-dire que sur le plan, si vous voulez, sur le plan explication scientifique, il y a des raisons. Sur le plan travail épidémiologique, on n'avait pas trouvé ces raisons en Tunisie, parce que quand on a fait l'étude R et l'étude ESMA, on n'avait pas trouvé de différence en prévalence entre la côte et l'intérieur du pays. Donc, si vous voulez, mais sur le plan logique, c'est ça. La logique, c'est ça. Les régions côtières, logiquement, on devrait avoir plus d'induction d'asthme que dans les régions de l'intérieur du pays. Je suis tout à fait d'accord. Puis ce sont les régions les plus peuplées aussi. Agnès ? Merci beaucoup, c'est Ali, pour toutes ces informations. Je voulais juste que vous nous parliez un petit peu de l'impact en dehors de la pollution sur les infections virales, puisque le meilleur exemple, c'est quand même le Covid. Oui. Que je parle sur... de l'impact des changements climatiques sur les infections. Et le Covid, avec son atteinte respiratoire majeure, c'est vraiment un exemple assez angoissant. Bon, le Covid, c'était la promiscuité des villes d'abord, parce qu'on vit de façon très ramassée de plus en plus, pour des raisons qui sont connues, qui sont des raisons d'ordre socio-économique. Les gens sont obligés de travailler. Et deuxièmement, moi, je ne pourrais pas m'exprimer en public sur quelque chose dont je ne suis pas sûr. Mais je dirais que ce virus-là avait quand même des particularités qui font planer nos doutes sur son origine. C'est vrai qu'il a trouvé ce champ d'action qui lui permet, parce que nous, on s'est fragilisé par la... En fait, la relation dont tu veux parler, c'est une relation de fragilisation entre, d'un côté, le virus qui est arrivé sur des organes sensibilisés. Mais d'un autre côté, est-ce que ce virus-là est un virus commun par rapport aux autres virus? C'est pour moi le point d'interrogation. Et je pense que c'est un des virus qui a des spécificités de virulence très particulières qui a fait qu'il a fait autant de dégâts. Il a été favorisé, comme tu l'as dit, par la pollution, par la promiscuité. Moi, là où je te rejoins, c'est que quand on voit l'impact du virus en Europe, aux États-Unis
Et quand on revoit l'impact du virus en Afrique, je me pose des questions. Et surtout en Afrique de l'Est, où il n'a pratiquement... Et quand je vois l'impact en Afrique dans un pays industrialisé comme l'Afrique du Sud, donc ça veut dire que la pollution était peut-être un facteur complémentaire du développement du virus. C'est là où je partage ton avis. Parce que qu'est-ce qu'on avait dit au départ? On avait dit que le virus en Afrique va faire des ravages. Il n'a fait aucun ravage en Afrique. Alors, je vais vous donner une information par curiosité. J'ai demandé au réanimateur, est-ce que vous avez vu un subsaharien en réa? Aucun subsaharien en réa en Tunisie. Parce qu'ils ont des protections naturelles, ils ont été moins exposés aux polluants, donc ils ont moins de sensibilité que nous. Et que le virus qui a, je ne peux pas dire ce qu'il est, parce que je le pense profondément, a trouvé un champ d'action dans lequel il a prospéré. Merci Ali, je crois qu'on peut t'applaudir parce que c'était vraiment complet.